Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Bien, bonjour à tous, je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du premier podcast 100% EdTech et 100% français. Jusqu'à maintenant, j'ai eu l'honneur de recevoir à mon micro des gens très différents, entrepreneurs, enseignants, chercheurs, investisseurs, influenceurs et autres spécialistes de digital learning. Mais il manquait à ce tableau de chasse un gibier plutôt rare, puisqu'ils ne sont que 577 en France, vous l'avez compris. Presque. On l'appelle aussi la cigogne dans certains milieux, puisque c'est un député que je reçois aujourd'hui. Bonjour Bruno Studer, comment allez-vous ? Bonjour, mais très bien. Très bien, enfin, voilà, dans le contexte qu'on connaît, il faut aller bien. Voilà, donc, c'est presque courageux de dire qu'on va bien, en fait. C'est ça. Ouais, je dis souvent que quand on fait de la politique, on n'a pas le choix. Il faut toujours être convaincu que le meilleur est à venir, parce que sinon on arrête, quoi. Exactement. Et je peux vous dire que quand on est dans le numérique éducatif aussi, il faut toujours être convaincu que le meilleur est à venir. Alors, Bruno, c'est vrai. C'est vrai, hein, aussi. Bruno, vous êtes député de la 3e circonscription du Bas-Rhin depuis juin 2017. Vous avez été élu par vos pairs président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Et puisque c'est à ce titre-là, précisément, que je vous reçois aujourd'hui, je vous pose donc une première question très difficile. Je vous avais prévenu, il y a beaucoup de colle. Qu'est-ce que c'est que cette commission des affaires culturelles et de l'éducation ? Eh bien, c'est un groupe de députés. Chaque député, alors il y a 8 commissions à l'Assemblée nationale, chaque député est obligatoirement membre d'une commission permanente dont le rôle principal est de préparer les textes de loi, de les amender, de les voter une première fois avant qu'ils arrivent en discussion dans l'hémicycle. Voilà. Donc c'est la partie du travail qu'on voit très peu, sauf bien entendu tous les chargés de relations institutionnelles qui guettent toujours ce qu'on raconte dans la commission. Mais c'est vraiment le cœur du réacteur de l'Assemblée nationale. Souvent on nous dit où sont les députés, ils sont pas dans l'hémicycle. La plupart du temps la réponse c'est en commission. Voilà. Et donc j'ai la chance de présider la commission des affaires culturelles, de l'éducation, qui s'occupe aussi du sport, de la jeunesse, l'enseignement supérieur, de la recherche, de la vie associative. Combien de membres dans cette commission ? Alors ça peut varier en fonction, mais c'est à peu près 80 membres. On prend 577, on divise par 8 et puis on ajuste un petit peu. D'accord. Et par définition, des députés qui ont des couleurs politiques qui sont très différentes, qui se retrouvent au sein d'une même commission. Voilà. Alors le paysage politique de l'Assemblée nationale est reproduit au sein de chaque commission, c'est-à-dire que le groupe majoritaire a la majorité des sièges, y compris dans chacune des commissions. Voilà. D'accord. Alors, je le dis pour ceux qui nous écoutent, on va un peu réviser des notions de droit constitutionnel parce que moi j'ai été étudiant en droit il y a très longtemps. J'ai quelques souvenirs de la navette parlementaire, mais on va revenir un peu sur ces questions de comment se fabrique la loi française, qui en est l'initiative, comment on la discute. Je crois que ça fera pas de mal d'avoir quelques notions sur ces sujets. Alors par ailleurs, c'est pas un hasard complet si vous présidez cette commission plutôt qu'une autre, puisque votre vrai métier, c'est professeur d'histoire géo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça reste mon métier parce que je suis en disponibilité de l'éducation nationale. C'est une des chances que l'on a lorsqu'on est fonctionnaire. Lorsqu'on a un mandat électif, on peut avoir recours à cette disposition. Donc, j'ai pas souhaité démissionner. D'abord parce que c'est le métier vraiment que j'avais toujours voulu faire depuis que je suis tout petit. Moi, c'était vraiment le métier que je voulais faire. Donc, s'il faut que je le retrouve demain, mais j'en serais ravi parce que encore une fois, c'était on parle souvent de vocation à propos du métier d'enseignant. Je pense qu'il faudra dire que ça l'était, quoi. On en connaît qui ont été députés pendant plus de 30 ans, donc ça reste une possibilité, ça. Oui, alors il y a une réforme constitutionnelle aussi qui avait été annoncée pour limiter le cumul des mandats aussi dans le temps à 3. Donc moi je suis assez favorable. Donc quoi qu'il arrive, 30 ans, c'est pas forcément le projet que j'ai. Je vais déjà essayer d'arriver au bout du premier, puis ensuite on verra. Et quand vous allez revenir prof, les programmes vont sans doute un peu changer. Et comment est-ce qu'on passe de la salle des profs à la Chambre des députés ? Comment ce cheminement se fait ? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, en termes de procédure, c'est assez simple. Il faut gagner l'élection. Oui. Et en termes de procédure intime, alors, qu'est-ce qui fait ? Parce que quand on enseigne, c'est qu'on a évidemment des convictions. C'est une autre façon d'aller les défendre. Non, mais souvent on me pose la question. D'ailleurs, souvent quand je vais dans les classes pour expliquer ce que c'est un député, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça, finalement, je dis
et c'est pas immodeste, mais c'est que quand on fait de la politique, c'est qu'on pense avoir de bonnes idées. Ouais. Trouver des solutions aux questions, aux problèmes qui se posent ça et là dans la société. Donc après, si on partage les solutions qu'on pense être les bonnes avec un certain nombre de personnes, on peut se mettre ensemble, ça fait un parti politique. Et puis si ce parti politique parvient à gagner l'élection, eh bien il fait une majorité qui a le pouvoir durant le temps du mandat. Donc tout simplement, je pense qu'on fait de la politique parce qu'on a des bonnes idées. Et vos élèves, alors aujourd'hui, ils doivent être fiers d'avoir eu un prof qui est député. Vous avez des anecdotes, j'ai souvent des messages, parfois d'élèves complètement inattendus. L'autre jour, j'en ai eu un d'un élève vraiment avec lequel, ça a été un de ceux qui m'avait plus pourri ma salle de classe. Mais vraiment, hein. J'ai encore ce souvenir, il m'avait pourri une sortie scolaire, etc. Ça avait été vraiment vraiment difficile. Et puis il m'a envoyé un message sur un de mes réseaux sociaux en me demandant si on fallait boire un verre, etc. Oui, bon, alors, avec son orthographe à lui, avec ses mots à lui, non mais ça m'a vraiment touché parce que ça fait plaisir. Ouais. Comment il s'appelle? On va lui faire un petit coucou quand même. Ouais, Robert Benko. Eh ben, voilà. Il m'en a fait baver, hein, mais pas qu'à moi. Bon, si jamais par extraordinaire il écoute ce podcast, il sera extrêmement ému de cette dédicace. Alors, par ailleurs, j'ai lu parce que je travaille, encore une fois, je prépare ces émissions. Et je remercie au passage Pierre Célin, qui est votre collaborateur parlementaire avec qui on a préparé ce travail. C'est ma Pénélope. Et Pénélope. J'ai lu que vous aviez demandé en 2013, vous n'étiez pas encore député, à être muté dans un établissement en REP. Fameux réseau d'éducation prioritaire, qui est le collège Sophie Germain à Cronenbourg. Et alors, est-ce que c'est pas une démarche peu ordinaire, ça? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, vous a motivé? Alors, il y a deux choses, parce que d'abord, je passais du lycée au collège. Bon, entre-temps, il faut pas que je teste non plus un épisode un peu moins glorieux qui fait que j'avais eu un congé de formation pour préparer le concours de l'ENA que j'ai raté. Voilà. Ouais. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont pleins de gens qui vantent les vertus de l'échec. Voilà. Donc, en fait, le dernier poste sur lequel j'étais, c'était un poste en Abibac, c'est-à-dire l'habito au baccalauréat, c'est à peu près 1000 élèves qui préparent un double diplôme franco-allemand. Donc, c'est vraiment voilà, j'avais contribué à créer la section dans un lycée de Nancy, parce que à cette époque-là, j'habitais en Lorraine, ce qui est un crime de lèse-majesté quand on est alsacien, mais je ne tais rien de mon passé. Et effectivement, je m'étais toujours dit au fond de moi que si je réussissais pas le concours de l'ENA, qu'est-ce que je ferais après, voilà. Et donc je m'étais toujours dit que je ferais de la politique et j'irais en ZEP. D'accord. Voilà. Donc je suis d'abord allé en ZEP et effectivement j'avais vraiment envie d'y aller parce que moi c'est vraiment ça qui m'animait depuis longtemps. J'étais aussi, je pense, assez mûr pour le faire et il faut de la bouteille, hein, il faut être capable d'encaisser parce que c'est vraiment pas facile. C'était aussi ma responsabilité à un moment donné. Simplement, c'est une idée. Vous savez, l'engagement, c'est un mot qui veut dire quelque chose. Et donc, ça a été une partie de mon engagement. Et puis après, je me suis aussi engagé en politique. Et donc, les deux, finalement, ont été la partie d'un cheminement commun. Voilà, je suis obligé de le dire, parce qu'il faut avoir de la bouteille quand on est à Cronenbourg, quoi. Voilà, c'est con parce qu'il n'y a pas de montage, donc je pourrais pas couper ça, donc j'ai été obligé de l'assumer. Mais voilà, je m'excuse auprès de toute la population de ce quartier de Strasbourg. Donc, vous avez une expérience, des convictions de terrain, c'est pas toujours le cas quand on est député. Pourquoi avoir choisi non pas de vous investir au sein de cette commission, mais de vous intéresser plus particulièrement à la question du numérique éducatif. Pas simplement de l'éducation, mais de l'éducation grâce, par, avec le numérique. Alors, au départ, vraiment, c'est pas lié à l'aspect technique de la chose. Enfin, par exemple, aujourd'hui, tout le monde a l'air assez surpris de l'essor des théories complotistes, etc. Moi, si j'étais pas passé dans l'établissement où j'ai travaillé avant d'être élu, je ne saurais pas à quel point la société française, mais pas simplement la société française, est traversée par cela. Vraiment. Enfin, je dirais les Illuminati, les reptiliens, les francs-maçons, les juifs, j'en ai soupé, mais enfin, voilà. Et puis j'ai vu aussi comment le numérique, les réseaux sociaux, mais aussi les plateformes de contenu, hein, comme YouTube, avaient joué un rôle dans finalement la construction d'imaginaires, de mythes, enfin on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas, il y a une puissance de feu par rapport aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs aussi, mais aux jeunes, qui est juste phénoménale. Et je me suis dit que
Voilà, il y avait la nécessité vraiment de s'intéresser en profondeur à ce qui se passait là, parce que en fait, ça m'inquiète. Ouais. Voilà, ouais. Vraiment. Parce que vous êtes Illuminati, c'est peut-être un risque. Ouais, ça menace ma carrière. C'est ça. Mais c'était vraiment impressionnant. Enfin, moi j'ai été, vous savez, j'ai souvenir toujours ému d'avoir fait cours après l'attentat de Charlie. Oui. Surtout l'attentat de Charlie, bien entendu le Bataclan aussi, mais le Bataclan c'est un peu différent. Mais Charlie, qu'est-ce que ça a été dur parce qu'il y avait des complotistes à ce moment-là, ils s'en donnaient à cœur joie. Rappelez-vous, la voiture, les rétroviseurs n'étaient pas de la bonne couleur, etc. Et donc, ça m'a mis, on va dire, vraiment en éveil par rapport à ça. Et donc, au fond, je me suis rendu compte de la puissance de l'image et du son. Et ça, c'est mon côté prof d'histoire. Et je me suis dit, mais bêtement, en fait, l'homme est rentré dans l'histoire en sachant lire et écrire. Et là, on a des jeunes qui bientôt vont avoir vraiment un danger d'être coupés de la connaissance, voire de l'écriture et de la lecture, parce que on peut tout passer aujourd'hui par des vidéos, par des sons qui peuvent être de plus en plus manipulés. Donc ça a été là l'entrée du truc. Ça a été d'abord les risques en réalité. C'est ça, ce vraiment. paysage qui devient numérique et ces fractures qui sont d'autant plus exacerbées. Voilà. Et puis après, je les voyais, ils me disaient toujours, on a vu ça sur Internet, mais après, moi, je faisais toujours systématiquement, pour toutes mes classes dans l'année, j'étais un de ceux qui utilisait le plus la salle informatique pour aller faire ne serait-ce qu'une présentation PowerPoint, aller chercher une photo, la mettre, l'agrandir, aller chercher une définition au bon endroit, etc. Et je voyais qu'ils étaient complètement perdus, en fait, dans la maîtrise de l'outil. Voilà. Et puis en plus de ça, et après de fil en aiguille, je me suis en rencontrant des gens, mais ça c'est une fois que le travail avait commencé ici à l'Assemblée, on en reparlera. Mais voilà, on se rend compte aussi que derrière il y a plein d'opportunités en termes de gain d'efficacité, de modernisation tout simplement. Et lorsque vous êtes arrivé à l'Assemblée, un des premiers travaux de la commission a été un rapport, si je me souviens bien, en 2018, sur l'école dans la société du numérique éducatif, où il y avait précisément cette question de la formation des enfants aux médias, à l'information, aux fake news. Alors, l'éducation aux médias et à l'information, ça avait été introduit dans la loi pour la loi qui avait été votée à l'époque de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault, la loi pour une refondation de l'école. Donc, ça avait été introduit dans les programmes. Moi, j'ai souhaité que ça soit approfondi. Voilà, c'est en cours. Je pense qu'il faut aller plus loin. Moi, j'avais été à un moment donné jusqu'à dire que l'EMI en soi était une nouvelle matière, mais créer une nouvelle matière à l'éducation nationale, c'est pas quelque chose de si. Oui, il y a des trucs plus simples à faire. Voilà, on peut commencer par essayer de se lécher le coude, par exemple. Ça peut être plus simple. Voilà. Et au fond, en plus, on a des profs qui sont formés à ça, parce que ce sont les documentalistes. Qui sont des documentalistes, ce sont des professeurs qui passent un concours pour être professeur documentaliste. Donc, on a là, je pense, une priorité sur laquelle vraiment je me suis beaucoup appuyé quand j'ai commencé à travailler. Parce que moi, vraiment, je dois le dire, ça m'effraie beaucoup. Et au départ, sans une connaissance très fine de comment fonctionnent ces outils, mais même au début, quand on fait de la politique, je me souviens très vite d'avoir beaucoup alerté les gens qui rentraient dans le parti dont j'ai eu la responsabilité dans le Bas-Rhin à l'époque, qui voyaient, qui étaient très inquiets de l'impact sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, en fait, avant toute la période de la campagne électorale m'avait aussi permis de mûrir des notions comme ce que c'est que l'enfermement algorithmique, le biais cognitif. Je trouve ça très très inquiétant parce que finalement l'enfermement algorithmique c'est juste un moyen de contrôler la liberté de conscience. Et ça c'est juste vertigineux. Donc vraiment j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Après il y a aussi des choses plus terre à terre sur lesquelles on va revenir, mais la porte d'entrée pour moi c'était là-dedans. En fait la société est numérique. Dire on peut être d'accord ou pas d'accord, enfin on peut se réjouir ou pas se réjouir, de toute façon c'est un fait. Quand on voit et depuis longtemps je me suis toujours dit que on utilisait un langage au quotidien, un langage le langage informatique pour transmettre des informations, pour échanger des informations, pour communiquer, puis on le maîtrise pas du tout. Et ça m'interpelle. C'est une langue étrangère pour le coup qu'on travaille pas. Oui, mais si vous maîtrisez plus le langage que vous utilisez au quotidien, alors à ce moment-là, vous pouvez effectivement sortir de l'histoire. Et je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure. L'homme est rentré dans l'histoire au moment où il a commencé à savoir lire et écrire. Et donc, bien entendu, le parallèle n'est pas absolu, etc. Mais
quand même, je trouve ça interroge. On dépend beaucoup aujourd'hui d'un langage qu'on ne maîtrise pas du tout. Voilà. Et puis ce mythe des digital natives, on sait bien que c'est pas parce que un gamin a grandi avec une tablette qu'il sait la maîtriser. C'est une chose que de savoir lire, c'est autre chose que d'écrire des romans. Exactement. Ouais. Et alors il y a le rôle des parents que vous soulevez, parce que le confinement a aussi montré qu'il pouvait avoir un rôle, on va y revenir, mais dans l'expérience éducative. Et je voudrais revenir sur un point, parce que vous avez aussi été à l'initiative d'une loi sur les enfants influenceurs qui montre bien comment les parents peuvent aller finalement contre l'intérêt de leurs enfants. Donc, est-ce qu'on peut faire simplement une petite incise sur cette loi, parce que je trouve que c'est un sujet passionnant et puis qui est en lien avec en fait, c'est en lien, le paysage éducatif. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour me donner l'occasion de dire quelques mots là-dessus. C'est vrai que on parle beaucoup des enfants devant les écrans. Oui. Moi, par exemple, on est venu me dire en disant pourquoi est-ce que vous faites un travail sur le numérique éducatif? Vous croyez pas que les enfants ont assez d'écran, etc. Enfin, bon, on reviendra sur cette classique, on reviendra sur cet aspect-là, mais il vaut mieux que ce soit des écrans pour apprendre des choses que sur des écrans pour faire que du loisir, etc. Donc, s'il doit y avoir du temps d'écran limité, je pense que c'est plus celui du loisir que celui sur lequel on apprend des choses, encadré par des professionnels, voilà. Et donc, on parle beaucoup des enfants devant les écrans, et puis moi, je me suis intéressé aussi à la question des enfants qui sont derrière les écrans. Oui. Voilà, donc ces enfants qu'on appelle des enfants influenceurs, et je me suis aperçu que juridiquement, aujourd'hui, ils ne bénéficiaient d'aucune protection similaire. Alors, par exemple. C'est qui concrètement? C'est des enfants qui ont des chaînes YouTube? C'est ça. Plutôt, c'est des enfants dont les parents animent des chaînes YouTube et qu'ils utilisent un peu comme voilà. C'est ça. C'est en fait alors très souvent, ce sont les parents qui ça sonne derrière moi, pardon. Oui, c'est normal. Voilà, je m'excuse auprès de l'administré qui essaie de vous joindre. Donc les parents peuvent créer des chaînes YouTube. Parfois les enfants peuvent aussi les créer parce que le contrôle, en fait, bien entendu, l'accès aux réseaux sociaux, aux plateformes est quelque chose de très compliqué. Et puis volontairement ou pas, ils mettent en scène leur enfant ou ils filment leur enfant et puis ils génèrent de l'audience. Et puis certains, voyant que ça génère de l'audience, finalement se mettent à professionnaliser tout ça. Avec un rythme de publication, des formats de publication qui font qu'on n'est plus dans une situation de loisir, très clairement, mais on est dans une situation de travail avec notamment des consignes. Vous voyez, il y a des enfants comme, je sais pas, Neo Swan, par exemple, c'est scénarisé. Vous voyez bien, parfois ils disent des textes au même moment, etc. Oui. Et donc, on s'est rendu compte que pour ces enfants qui étaient dans une station de travail qui généraient des revenus, soit directs, soit indirects, voilà, ça peut être en nature ou en argent palpable, eh bien, ils n'avaient pas les protections dont peuvent par exemple bénéficier les enfants du spectacle. Oui. Tout ça, Jordi, enfin, nous, on est déjà... Oui, il a pris un coup de vieux aujourd'hui, mais oui, je me souviens très bien. Dur d'être. Mais je suis pas sûr qu'il d'ailleurs. Et on a essayé de le protéger tant qu'on a pu, en faisant en sorte que il soit pas exploité du début à la fin. J'espère que ça a marché. Je sais pas où est-ce qu'il en est aujourd'hui, mais en tout cas, il était nécessaire que ces enfants qui génèrent parfois quand même jusqu'à 150 000 euros de revenus par mois, bien soient protégés. 150 000 euros de revenus par mois. Ouais. Ah oui. C'est en France, c'est les estimations qu'on fait. On sait que par exemple le youtubeur enfant le mieux payé l'année dernière aux États-Unis, il a généré 26 millions d'euros. D'accord. De dollars. Et donc il faut s'assurer que ces enfants ils aillent quand même à l'école. Il faut s'assurer qu'ils ont le droit au loisir, au repos. Et puis il faut s'assurer que l'argent qui est généré par leur activité leur reviennent au moins en partie. Oui. Voilà. Et donc c'est tout ça que j'ai fait voter dans cette loi qui est une première mondiale. La France est le premier pays à comme ça donner un cadre légal à cette activité. Alors pour certains ça va pas assez loin. Certains voudraient une interdiction totale de l'exposition de l'image de l'enfant sur les réseaux sociaux. Ça c'est dans l'idéal de certains. Certains disent que c'est pas du travail, c'est du loisir. Notamment en faisant référence au fait que ces enfants s'amusent. Très bien. Un enfant qui chante dans Conditionnalité ou dans une comédie musicale ou qui fait un film, il s'amuse aussi certainement. J'espère. Les éléphants s'amusent aussi au cirque. Vous avez remarqué que quand ils tournent, en général, ils sont contents, ils barrissent, etc. Voilà. Oui, je crois qu'il y a. On parle du référendum d'initiative populaire aussi, non Non, mais voilà.
Donc c'est de protéger les enfants contre eux-mêmes d'une certaine manière, et puis aussi contre leurs parents qui et on voit bien tout cet équilibre qui est pas facile à trouver entre ce que le numérique permet et les limites qu'on doit fixer sans interdire d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. Par exemple, vous voyez très bien, il y a des enfants qui font des super tutos, y compris des tutos scolaires, entre guillemets, où ils vont expliquer des règles de grammaire ou de maths. Et puis, ça peut permettre à des enfants qui regardent ces vidéos de mieux comprendre. D'ailleurs, moi, j'ai souvent dit que je pouvais pas rivaliser forcément avec YouTube ou Instagram en tant que prof d'histoire-géographie. Ça fait des années qu'on se le dit. Qu'est-ce que je peux rivaliser par rapport à Wikipédia ? Wikipédia, j'arriverai jamais à accumuler la somme de connaissances que vous trouvez en un clic. Donc, par rapport à ça, il faut vraiment accompagner le changement aussi du rôle du prof. Et puis, tant mieux si pour un enfant avec lequel ça n'accroche pas avec le professeur en direct que j'étais, il trouvait sur YouTube un prof qui expliquait mieux, je sais pas moi, la Renaissance ou je dis la Renaissance parce que quand je parle numérique, je dis toujours que Bill Gates et Steve Jobs, c'est à peu près les Gutenberg et les Christophe Colomb d'aujourd'hui, quoi. En termes de changement en fait, parce que 1492, c'est un espace-temps qui est complètement révolutionné. Et puis là, avec le numérique, c'est l'espace-temps instantané. Enfin, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on assiste toujours à une restriction plus importante. C'est assez intéressant de parler là-dessus. Et la crise actuelle accélère évidemment cette poussée du numérique qui s'initie dans les moindres recoins de notre vie et notamment de notre vie privée, y compris à l'école, puisque l'expérience du confinement a mis le système éducatif à rude épreuve. Et quel est alors les entreprises EdTech France se sont mobilisées. Je ne vais pas revenir sur cet épisode où on s'est engagé solidement à proposer des outils, des applications. Il y a eu beaucoup de connexions de la part d'enseignants, de parents qui ont découvert des choses nouvelles. Donc, il y a une accélération des usages. Mais pour autant, cette continuité pédagogique, elle s'est pas faite sans difficulté. Quel est, vous, le regard que vous avez sur cette première période, du mois de mars dernier jusqu'aux vacances, à la fois en tant qu'enseignant et en même temps en tant que représentant de la nation? Si on doit faire un point aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui vraiment ont pesé auprès du président de la République, du Premier ministre, pour que les écoles restent ouvertes. Parce que l'école ne peut pas déménager sur Internet. Et ça, j'en étais convaincu avant le confinement. Et puis le confinement m'a bien montré que, vous savez, moi, tout le monde dit ah oui, les enfants des classes favorisées ont été encore plus favorisés. Il y a même des enfants de classes favorisées avec des parents très aimants, y compris des parents qui étaient des professionnels de l'éducation, qui ont très mal vécu le confinement. Je parle de mon propre cas en l'espèce. Donc, je pense vraiment que il y a rien qui peut remplacer l'école. Pour autant, il a fallu s'adapter. J'ai aussi dit à mes collègues, je le dis ouvertement, si le premier confinement s'était bien passé en termes scolaires, j'aurais pas autant insisté pour qu'il n'y ait pas de refermeture d'école. Donc, on peut pas dire que les choses se soient passées merveilleusement bien, etc. On a limité la casse, je pense, avec les moyens dont on disposait. Je pense qu'il y a eu une adaptation très très rapide. Il y a aussi des reproches qu'on ne peut pas faire aux enseignants qui n'étaient pas du tout formés à travailler sur Internet. Puis après, il y avait ça a finalement aussi remis sur le devant de la scène des questions que j'avais posées dès 2018 dans mon rapport. J'ai pas été le premier à poser, mais c'est toujours à un moment donné une accumulation de travaux qui fait que les choses finissent par émerger. Ça pose très clairement la question de la souveraineté de nos outils numériques. Parce qu'on sait très bien que les profs, ils sont allés sur Zoom pendant le confinement, en grande partie. Ça pose la question de comment est-ce que... À un moment, effectivement, personne n'était prêt à ça, ni le système éducatif, ni les enseignants, ni même les entreprises EdTech. Et la première réponse, elle a été effectivement technologique. On va chercher un outil pour garder ce lien. Et c'est vrai que les seules entreprises en capacité de le proposer aussi rapidement et gratuitement, même si on sait ce que signifie la gratuité, ont été des entreprises américaines. Donc les premiers gagnants du confinement, si j'ose dire, ont été ces entreprises-là. Et je vous remercie d'insister sur ce point, de poser cette question de la souveraineté, parce que évidemment, à nous, entrepreneurs français, c'est une question qui est chère. Et peut-être pour que les gens comprennent bien pourquoi on s'attache à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement prendre le risque d'utiliser massivement dans un système éducatif des outils tels que Discord, Zoom, en tout cas des outils qui sont pas faits pour ça? D'abord, ce sont des aspirateurs à données.
Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est pas à vos auditeurs que je vais apprendre que la donnée, c'est l'ordre du 21e siècle. Aujourd'hui, de plus en plus des pans de plus en plus importants de l'économie reposent sur cela, et que lorsqu'on a affaire à des acteurs américains ou d'autres pays, eh bien, on n'a pas les mêmes garanties que lorsqu'on a affaire à des acteurs français qui obéissent aux lois qui sont des lois du territoire. Ça s'appelle la territorialité du droit. Donc forcément, alors je vois pas le diable partout, mais encore une fois derrière il y a tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui ces entreprises nous connaissent mieux que nous-mêmes, connaissent mieux les goûts de nos enfants que nous-mêmes, etc. Bon, en soi, on peut s'en foutre. Je pense que là, derrière, il y a quand même, en termes voilà, il y a des enjeux qui sont quand même fondamentaux. Je parlais tout à l'heure de la liberté de conscience. Aujourd'hui, c'est sur YouTube, les données que vous envoyez font que l'algorithme, il va vous suggérer des vidéos qui vont faire appel à des mécanismes cognitifs très bien étudiés, très bien connus, qui font que vous allez bientôt. Enfin, vous pouvez vraiment perdre la liberté de conscience. Je donne souvent l'exemple, si vous allez courir avec une montre connectée, c'est très bien, mais si demain votre montre connectée, elle voit que vous avez une arythmie cardiaque, et puis sur la prochaine recherche sur Internet que vous allez faire, vous allez avoir une publicité pour la clinique un tel ou un tel. Enfin, c'est des choses comme ça. Enfin, les données, ça, c'est stratégique. Et puis les données scolaires, bien entendu, par rapport à ça, sont particulièrement sensibles. C'est celles de nos enfants. C'est-à-dire qu'on peut, avec les mêmes données, choisir. Si on a du mauvais côté, de vendre à nos enfants plus de Coca-Cola ou plus de jeux vidéo, ou on peut choisir de les aider aussi à mieux apprendre. Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Alors, avec Internet, on a le meilleur et le pire. Ouais. Le meilleur, ça peut être du temps gagné pour l'enseignant dans des évaluations un peu systématiques, etc., pour avoir plus de temps sur des évaluations plus personnalisées. Ça peut être de l'apprentissage plus personnalisé parce que l'algorithme va vous permettre, je pense notamment aux maths, parce que moi j'ai beaucoup souffert de ça. À un moment donné, vous êtes dans une classe, vous avez maths, l'avancée au même rythme que tout le monde est hyper dur. C'est moins le cas, par exemple, dans une matière comme l'histoire-géographie, vous pouvez toujours vous rattraper. Mais en maths, moi j'ai souvenir qu'en quatrième, tout d'un coup, alors j'étais très bon jusqu'en sixième, cinquième, quatrième, il y a un blocage. Et j'ai plus jamais rattrapé par la suite. Aujourd'hui, avec des outils développés grâce aux données, etc., on peut rattraper ça. Oui. Et ça, c'est génial. C'est vraiment une opportunité. Puis après, il y a le pire. Le pire, c'est c'est ce qu'on peut faire avec les données personnelles. Mais je trouve que cette question des données est effectivement très parlante, parce qu'avec la même information, on peut faire des choses très bien ou on peut faire des choses terribles. Et plutôt que souvent diaboliser les données ou l'intelligence artificielle, peut-être réfléchir aux opportunités que tout cela propose. Et alors, en sortie de ce confinement, vous avez milité, vous l'avez dit, pour la réouverture des écoles, et je vous en remercie, c'est ce qui m'évite d'avoir un ado à la maison. Et accessoirement, c'est une expérience sociale, l'apprentissage. Très content, et il est très content d'être à l'école avec ses copains et ses profs. Et puis, vous avez, avec la commission des affaires culturelles et de l'éducation aussi, été à la manœuvre. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le travail qui a été fait juste avant les états généraux du numérique pour l'éducation qui ont eu lieu les 4 et 5 novembre dernier? Alors, états généraux, pour moi, vous savez, j'ai une image très romanesque des états généraux. Je vois toujours ceux de la Révolution française où les gens viennent dire ce qui va pas, et puis les députés sont là pour noter, et puis après, hop, ils vont tous à Paris, et puis ils vont dire au roi ce qui va pas. Alors, on n'est plus là-dedans, mais c'était impossible pour moi, impensable, de parler d'états généraux sans que les députés jouent un rôle d'impulsion. Voilà, donc j'ai vraiment voulu me donner les moyens et donner les moyens aux collègues qui sont intéressés par ces sujets de travailler. Donc j'avais identifié les collègues qui étaient particulièrement sensibles sur ce sujet-là. Et puis ensuite, moi j'avais la chance d'avoir beaucoup travaillé là-dessus. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui se sont passionnés pour le sujet aussi. Donc on a monté des tables rondes dans la commission sur ces différents sujets. On a beaucoup réfléchi. Et puis de ces tables rondes, des rencontres avec des individuels aussi, avec des spécialistes du sujet. On est allé aux états généraux pour dire voilà, ça c'est nos propositions.
Alors, et moi, j'ai voulu des propositions très concrètes, identifiées en termes réglementaires ou législatifs. C'est-à-dire pas faire des grandes considérations sur il faut une acculturation numérique, des professeurs, etc. Ça nous amène justement à notre point de droit constitutionnel sur le travail des députés. Quel est votre pouvoir, d'une certaine manière, depuis là où vous êtes, pour faire changer les choses? Alors, le pouvoir, déjà, il faut se placer dans un contexte où le pouvoir législatif en termes d'éducation nationale est relativement limité. C'est un ministère très réglementaire. Oui. Vous voyez, par exemple, pour changer le baccalauréat, parce que vous disiez tout à l'heure, si je retournais au lycée demain à être prof, je retrouverais un baccalauréat complètement révolutionné par rapport à celui que j'ai pu enseigner. Bon, ça a été changé de façon purement réglementaire. Oui, c'est pas du domaine de la loi, quoi. C'est les articles 34 et 37 de la Constitution aussi, si mes souvenirs sont bons, qui délimitent les domaines de la loi et du règlement. Exactement. C'est pas du domaine de la loi. Donc, vous pouvez changer le bac du tout au tout, sans que les députés aient à un moment donné à voter des choses. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas interroger le ministre, ça veut pas dire qu'on peut, mais n'empêche que c'est à sa main. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut demander des changements, et donc c'est toujours mieux de dire tiens, il faudrait changer tel arrêté ou tel décret pour en l'écrivant comme ceci, comme cela, pour arriver à notre but. Donc ça peut être déjà un certain nombre de suggestions. Puis après il y a des choses où le législateur est lui-même peut avoir un pouvoir direct sur les aspects budgétaires. Oui. Bien entendu. Là aussi, avec une rationalisation du pouvoir budgétaire, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de créer des charges pour l'État. D'ailleurs, sinon, je ne sais pas de combien serait le budget de l'État français par ailleurs, mais on ne peut pas inventer des nouvelles dépenses comme ça. Mais on peut voter des crédits. Donc, il y a des choses qui vont rentrer dans les textes budgétaires qu'on va examiner dans les prochains temps pour l'équipement des professeurs en informatique, pour peut-être le soutien de l'État aux collectivités qui feraient le choix de l'équipement systématique de leurs élèves, etc. Donc ça, c'est la partie budgétaire. Puis après, il y a des choses sur lesquelles il faut simplement changer les codes. Alors le code de l'éducation, encore une fois, c'est pas quelque chose de très facilement maniable. Par exemple, quand on dit qu'il faudrait faire du raccordement au débit pour les écoles des communes de France une priorité. Ça, on peut changer le code des postes et des télécommunications en disant, voilà, il faut rajouter ça, et ça fait que cela va devenir une priorité pour les opérateurs. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, vous pouvez avoir le haut débit qui arrive dans un village, par exemple. Et puis, c'est à peu près un quart des écoles de France qui sont connectées au haut débit aujourd'hui. Donc, on voit que c'est pas un micro-phénomène. Et ben, on peut le changer dans la loi. Voilà, ça, c'est des choses. Et donc, on a vraiment voulu, moi, j'ai vraiment dit à mes collègues, je veux des choses opérationnelles, très précises. Parce que après sur le reste, bien entendu, on peut faire des belles déclarations d'intention, mais pragmatique. Voilà, des choses qu'on peut changer, qu'on va changer. Et c'est vrai que on voit bien à travers de cet exemple que l'éducation, ça nous concerne tous, et que pour donner accès aux enfants à des informations, des connaissances et des savoirs, il faut changer le code des postes et télécommunications. C'est pas un truc qui se traduit spontanément à l'esprit, mais voilà, on voit bien que tout est interconnecté d'une certaine manière et qu'il faut être un peu rusé, quoi. Oui, il faut être rusé, il faut aussi rencontrer les bonnes personnes. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Toujours, les gens se demandent pourquoi est-ce que les choses ne vont pas aussi vite que Yakafoucan TGV. Et ben, il faut rencontrer les bonnes personnes qui travaillent sur le sujet, par exemple la Caisse des dépôts et des consignations pour ce genre de choses. Bien entendu, les professionnels du secteur. Donc c'est pour ça qu'on vous avait reçu dans une table ronde avec d'autres acteurs du secteur. Donc tout ça prend du temps pour voir quels sont aussi voilà vraiment, il faut bien identifier les freins. Par exemple, moi, j'avais travaillé sur la question en 2018. Par exemple, le code de conduite prévu par l'article 40 du RGPD qui devrait permettre de faciliter un peu l'environnement juridique pour les entreprises de l'EdTech. C'est quelque chose que j'avais pas identifié jusqu'à très tard. Voilà. Et puis là, en ayant beaucoup d'échanges, d'un coup vient sur la table ce sujet-là, qui est de dire, ministère, vous avez une direction des affaires juridiques qui veut ceinturer bretelles, une direction du numérique éducatif qui voudrait être un peu plus allante parfois, mais c'est compliqué. Vous avez en académie les directeurs du numérique éducatif en académie, les DAN, qui parfois là aussi, parce qu'il y a plein de responsabilités pénales derrière, sont très très prudents dans les consignes qu'ils donnent, et puis vous vous trouvez avec des asymétries de régulation et de réglementation entre les différentes académies. Donc, par exemple, ça c'est un sujet très concret. On a dit, le RGPD prévoit que
il peut y avoir un code de conduite. Et puis, on fait des contrôles a posteriori, une fois que les entreprises se sont engagées, qu'elles ont été certifiées. Après, on leur fait confiance et puis de temps en temps, on contrôle. Alors, vous avez dévoilé là 2 des 15 propositions que vous avez faites, le RGPD, le raccordement entre des écoles primaires. Il y en a d'autres, on va revenir sur certaines d'entre elles. À l'issue de ces rendez-vous du numérique éducatif, et je vous remercie parce qu'effectivement la filière a été auditionnée, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'ensemble des députés présents à cette occasion. Je fais également un bisou à Nicolas Turca de la Banque des Territoires, parce que la Banque des Territoires Caisse des Dépôts joue un rôle extrêmement important sur le déploiement du numérique éducatif, et on ne le sait probablement pas assez. Il n'y a pas que le ministère qui travaille sur ces sujets. Donc, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que vous avez ensuite, après ces auditions, travaillé ensemble avec la commission pour proposer ces 15 propositions? Oui, c'est ça. Donc, on a fait ces tables rondes, et puis ensuite, on s'est réunis entre nous, on a fait des choix, on a rédigé, on a fait expertiser juridiquement les propositions pour savoir si par quel véhicule elles devaient passer, la loi, le règlement, etc. Donc, et puis on s'est arrêté sur 15 propositions qu'on a après présentées aux États généraux du numérique éducatif, organisés par le ministère et par Jean-Marc Mériot. Et puis certaines ont été reprises à la fin dans la synthèse. Et puis d'autres, eh bien, on va continuer à les pousser parce qu'il y a aussi des choses qui sont fondamentalement interministérielles. Voilà. Et puis donc il y a un rendez-vous avec le ministre de l'Éducation nationale qui va arriver bientôt pour remettre sur la table un certain nombre de choses. Voilà. Donc en fait. En tout cas, maintenant, est-ce que par exemple ici, comment est-ce que les changements législatifs vont être opérés? Ça va dépendre des lois qui vont être proposées dans les prochains temps, parce que vous parliez tout à l'heure de la façon dont les lois arrivent à l'Assemblée nationale. La plupart du temps, ce sont des projets de loi qui sont rédigés par le gouvernement. Oui, c'est ça. Il y a les projets de loi, le gouvernement, et quand un député lui veut proposer quelque chose, on appelle ça une proposition. Voilà, une proposition, c'est ça. Et puis sinon, parfois, il y a des textes dans lesquels on arrive à mettre ce qu'on appelle un amendement, on arrive à raccrocher des dispositions. Donc maintenant, on va dans les prochains temps veiller à être attentif à s'il y a des possibilités d'utiliser un véhicule législatif, comme on appelle ça. Un véhicule législatif, ça laisse songeur. Donc soyez attentifs, tel des snipers cherchant la faille. Je précise que pour ceux qui sont passionnés par ces sujets, ils peuvent revoir en replay sur le site de l'Assemblée nationale et la page de la Commission des affaires culturelles ces rendez-vous qui ont été filmés, et de la même manière sur le site du ministère de l'Éducation, on peut retrouver le replay des états généraux du numérique et de l'ensemble des tables rondes qui se sont tenues. Quand on travaille en commission avec des gens qui sont d'obédience politique différente, est-ce qu'on est de droite ou on est de gauche quand on parle de numérique éducatif, ou est-ce que sur ces sujets d'égalité des chances, de transformation du système éducatif, de donner accès aux enfants aux mêmes possibilités d'utiliser, de tirer le meilleur profit du numérique, est-ce qu'il y a une forme de consensus qui se fait? Oui, il y a quand même des convergences. Le consensus, je ne sais pas, parce que par exemple les 15 propositions qu'on a faites, c'était avec des députés du groupe, parce qu'à un moment donné, on n'a pas fait un rapport en bonne et due forme qui parfois est voté par la commission, etc. Avec lesquels d'ailleurs tous les députés sont pas forcément d'accord. Sur le sujet du numérique éducatif, bon, on a tous quand même, par rapport à tous ceux qui nous disent il faut pas en parler, c'est mal, c'est mauvais, etc. On a quand même vécu un confinement, rien ne dit que demain, d'ailleurs, il y a des établissements, très peu, mais il y a des établissements qui sont fermés parce qu'il y a des cas de Covid, etc. Donc, il faut la continuité pédagogique. Et moi, je pose toujours la question, mais si on n'avait pas eu les outils, imaginez ce qu'aurait été le lien pédagogique pendant le printemps. Ça aurait été encore plus difficile que ce que ça a été. Donc, par rapport à ça, il faut toujours se dire que malheureusement, maintenant, l'histoire nous a appris que c'était possible. Puis encore une fois, la société est numérique. Enfin, oui, c'est-à-dire que cette question du numérique éducatif, elle ne doit pas se poser seulement parce qu'il y a une pandémie, quoi. Voilà, que demain, quand il y a un vaccin et quand on peut tous retourner à l'école, et pour de bon, il faudra continuer. Mais oui, parce que encore une fois, il y a des opportunités, comme je disais tout à l'heure. Je sais pas, moi, il y a certains sujets sur lesquels Jamie et Fred étaient bien meilleurs que moi pour faire passer le message. Vous voyez, par exemple, je me souviens toujours,
en classe de 5e, je pense que tous mes élèves avaient droit au C'est pas sorcier, un dieu, 3 religions. Vous voyez, c'était juste super. Et puis après, on vivait le truc. Et c'est pas parce qu'il y avait un écran dans la salle que j'existais plus et que je jouais pas mon rôle. Donc, c'est juste, c'est là. Il y a encore une fois opportunité et risque. Je pense qu'il faut tout transformer toujours en opportunité. Voilà. Donc, maintenant, j'ai oublié la question. Le vrai risque, en tout cas, ce serait que d'ignorer le numérique, quoi. Oui, franchement. On en a besoin, on en aura besoin demain, donc il faut se donner les moyens d'encadrer tout ça, de faire en sorte que l'éducation nationale assure quand même une égalité d'accès. Ça, c'est vraiment le rôle, à mon avis, de l'éducation nationale en France. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai mis sur la table la nationalisation de Pronote. J'ai mis sur la table la réflexion autour de est-ce qu'il faut un ENT par département, par région, ou un ENT pour la France. Et puis après, comment est-ce que toutes les entreprises qui gravitent autour arrivent à profiter de l'infrastructure nationale pour, voilà, dans une démarche partenariale. Comme aujourd'hui, vous aviez des éditeurs de bouquins qui proposaient leurs bouquins, et puis celui qui était choisi était là dans la salle de classe ou dans le cartable. Et puis demain, l'application ou la ressource de telle tech pourra être dans le téléphone portable ou la tablette ou mieux l'ordinateur de l'apprenant. Voilà, je pense qu'il faut être très pragmatique par rapport à ça. Alors, vous avez parlé de nationalisation de Pronote. On va pas y revenir, mais si certains de nos auditeurs veulent avoir un avis éclairé sur la question, on a un épisode du podcast où j'ai reçu l'année dernière Olivier Calderon, qui est le fondateur de Pronote, d'Index Éducation, avec le produit Pronote qui est bien connu parce que très utilisé dans les lycées. Podcast passionnant. Ah, oui. Et celui-ci va l'être aussi, Bruno. Voilà, ça me fait très plaisir de vous avoir. Le temps file, et ça s'excite là derrière dans votre bureau. Je vois des assistants et des assistantes qui courent dans tous les sens. Vous avez vu ça, j'en ai tellement, je sais plus quoi faire. Je fais coucou au président qui est derrière. Salut Manu, comment vas-tu? Alors, il paraît que je ressemble à Emmanuel Macron. Physiquement, j'entends. Oui, absolument. Mais la vérité, c'est que c'est lui qui me ressemble parce que en fait, je suis plus âgé. Mais bref, peu importe, ça fera l'objet d'un podcast plus tard. Je vous laisse le mot de la fin. Voilà, il n'y a pas de questions, il y a que votre réponse. Qu'est-ce que vous avez partagé avec nous avant de mettre un terme à cet épisode? Alors ça, c'est une sacrée question. C'est un classique des entretiens d'embauche, ça. Vous savez, quand on est prof, on n'est pas habitué à avoir ce genre de carte blanche comme ça. Non, moi vraiment, on attend souvent toujours beaucoup de l'Assemblée nationale. Parfois plein de choses. Il est important de comprendre ce qui relève du ministère et ce qui relève du législateur. Par contre, ce qui relève du législateur, au-delà de voter la loi, très souvent on l'oublie, c'est qu'on doit contrôler et évaluer les politiques publiques. Et ça veut dire que lorsqu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou des choses qui empêchent le bon fonctionnement de processus, eh bien c'est important qu'on soit au courant. Et ça, trop souvent, en fait, on l'oublie. Dire que les gens râlent, mais souvent en l'air, on dit ça marche pas, ça fonctionne pas, etc. Et en fait, nous, pour nous rendre compte de ce qui fonctionne ou pas, eh bien, on a besoin que les gens viennent avec des choses argumentées, précises. Et ça, c'est vraiment un appel que je voulais lancer à tous les gens. Si jamais ils voient des choses qui dysfonctionnent, qu'ils ne trouvent pas normales, eh bien, il faut pas qu'ils hésitent, parce que vraiment, c'est pas parce que j'ai un beau bureau avec des dorures que j'oublie d'où je viens. Je viens de l'école. Moi, je reste un amoureux fou de l'école. Moi, l'endroit où je me sens le mieux quand je vais en circonscription, c'est quand je vais dans une classe expliquer ce que c'est que le rôle du député. Moi, j'ai vraiment ça à cœur. Et puis, on a envie que la France soit le pays toujours à la pointe. Voilà. Et quand on voit des entreprises françaises géniales qui innovent, etc., et qu'elles se font racheter, ou que et les mecs ils jettent l'éponge parce que c'est un peu trop compliqué de s'en sortir dans un environnement réglementaire, parce que c'est la France, et parce qu'il se veut très protecteur. Encore une fois, il y a peu de pays qui, dès 1978, se sont dotés d'une commission nationale informatique et liberté. C'est précurseur. Bon, voilà. Mais ça veut pas dire que je pense qu'on peut vraiment faire les deux.
protéger et libérer. Voilà, comme ça vous rappelle quelqu'un? La Reine des Neiges, non, c'est pas Pardon. On a les références. Rémi Chal, vous n'avez pas le droit. On a les références qu'on mérite. En tout cas, merci beaucoup Bruno pour cette. Avec plaisir. C'était un plaisir de vous découvrir. D'abord votre parcours, votre profil, qui est celui d'un député comme il y en a beaucoup d'autres, qui vient du terrain aussi, et puis de découvrir vos convictions et vos engagements, et à titre personnel et au nom de la filière. Je vous remercie parce que vous nous avez écoutés. Voilà, ça ne veut pas dire que tout ce que nous avons dit sera mis en œuvre, bien entendu, mais il y a un vrai dialogue, et comme il peut y en avoir aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, évidemment, et c'est important pour faire avancer cette filière qui est ce dialogue. Donc, merci beaucoup, merci à Pierre et Pénélope. Merci à Maxime Matouns de l'agence Matouns, qui est le producteur également de ce podcast. C'était un vrai plaisir de vous avoir. C'est un vrai plaisir de retrouver mon micro. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on a plus le droit d'être sur les ondes. Voilà, donc je salue tous mes auditeurs, et il y a encore des épisodes qui arrivent. Merci beaucoup. C'était le 37e épisode du podcast EdTech France. Ciao. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton de l'agence Matouns pour la production de ce podcast.